Robert Lustig, c'est un endocrinologue pédiatrique américain et professeur de pédiatrie clinique à l'université de Berkeley en Californie. L'endocrinologie, c'est la spécialité médicale qui s'intéresse aux hormones et à leurs effets sur le fonctionnement du corps. Dès le début des années 2000, il concentre ses travaux sur l'obésité infantile, mais également sur l'impact du fructose dans la détérioration de la santé mondiale. En mai 2009, il donne une conférence traitant de ses travaux sur le sucre, qui sera publiée et deviendra virale. Elle cumule à ce jour plus de 23 millions de vues, rien que ça. Le livre est la version écrite de cette conférence. Dans le livre, le docteur Robert Lustig nous livre les résultats de ses travaux et la vérité trop souvent cachée par les industriels sur les méfaits du sucre sur notre organisme. En lisant ce coub, vous découvrirez quelles sont les réelles conséquences d'une surconsommation de sucre, mais aussi comment faire pour combattre ce fléau. Dans ce coub, 5 idées clés sont développées. Je vous propose de les découvrir ensemble. La première idée clé est la suivante. L'obésité n'est pas qu'une question d'alimentation. Vous connaissez cet ami, celui qui fait pas de sport, mais qui peut manger pour 4 et pas prendre un gramme, quand une simple pizza vous rajoute immédiatement 1 kilo sur la balance? Eh bien, ce sentiment d'injustice, il est bien réel. En fait, il n'y a pas que le régime alimentaire ou le manque d'exercice qui influe sur notre état physique. Le fonctionnement même de notre organisme joue un rôle important. C'est important de commencer par ça parce que ça permet de briser une première idée reçue. Les personnes qui souffrent d'obésité ne sont pas les seules responsables de leur sort. Leur régime alimentaire peut évidemment jouer un rôle dans leur prise de poids, mais ça peut aussi être la cause d'un dérèglement hormonal. Les hormones, ce sont des substances chimiques sécrétées par nos organes et qui vont avoir une influence sur le cerveau et le fonctionnement de notre organisme. La sécrétion de cortisol, par exemple, est synonyme de stress. La dopamine, elle, va signifier à votre cerveau que vous prenez du plaisir. En ce qui concerne notre système alimentaire, 2 hormones jouent un rôle crucial. La leptine, qui va permettre à notre cerveau d'atteindre l'état de satiété, et l'insuline, qui va aider à transporter le sucre du sang vers les différents organes pour produire de l'énergie et éliminer les calories. On comprend donc que ces 2 hormones ont une influence sur notre rapport à l'alimentation. C'est grâce à la leptine, par exemple, que vous allez refuser cette 3e tournée de raclette parce que vous vous sentez assez rassasié. Seulement voilà, le système hormonal peut parfois ne pas fonctionner correctement. Il arrive par exemple que le cerveau ne parvienne pas à identifier la leptine. Dans ce cas, une personne qui subit ce dysfonctionnement aura une sensation constante de faim. Résultat, elle prendra beaucoup de poids. Il faut aussi noter que la sécrétion de leptine diminue au moment de l'adolescence et de la grossesse, ce qui favorise la prise de poids. Quant à l'insuline, quand elle est absente dans l'organisme, elle provoque une mauvaise transmission du sucre du sang aux organes, provoquant un excès de sucre dans le sang et donc une prise de poids. On comprend donc que l'obésité peut aussi être une question de dérèglement hormonal. La seconde idée clé est la suivante. La surconsommation de sucre est le fléau de notre alimentation. Bon, on sait maintenant que l'obésité n'est pas qu'une source de régime alimentaire. Mais si l'obésité est d'ordre hormonal pour certains, pour d'autres, c'est bien l'alimentation qui pose problème. Mais quoi précisément dans l'alimentation ? Avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre ce qu'est concrètement l'obésité. Quand on prend du poids, on gagne en masse graisseuse. Cette masse graisseuse va se loger dans les tissus adipeux. Les tissus adipeux se situent partout dans notre corps, par exemple dans les poignées d'amour, les bras ou les cuisses. Il est très important d'avoir de la graisse dans les tissus adipeux. Ça permet entre autres de protéger les muscles et de garantir à son corps une bonne température. En revanche, ça devient problématique quand la masse graisseuse se loge dans le tissu adipeux de l'abdomen, sous les muscles de la paroi abdominale. On parle alors de graisse viscérale. Cette graisse se stocke dans l'organisme et ne se répand pas dans les fibres musculaires. Les conséquences ? On ne libère pas la masse graisseuse, c'est-à-dire qu'au lieu de transformer en énergie et de renforcer les fibres musculaires, la graisse, elle stagne dans le tissu adipeux et on finit par être atteint d'obésité. Il est important de noter que la graisse viscérale ne provoque pas que de l'obésité. Elle est aussi responsable d'un bon nombre de maladies. Par exemple, la graisse accumulée peut boucher les artères coronaires et provoquer des maladies cardiovasculaires. Elle peut créer de l'hypertension artérielle,
Pourquoi ? Parce que l'excès de graisse augmente la résistance vasculaire, c'est-à-dire que le cœur doit fournir plus d'efforts pour pomper le sang dans les artères. Elle peut aussi provoquer certains cancers, comme le cancer du foie, causé par une inflammation à la suite d'un excès de graisse autour de cet organe. Maintenant, revenons à la question de l'alimentation. Pour tout le monde, il paraît évident que ce sont les produits gras par essence qui font prendre du poids. L'huile, le beurre, le fromage, etc. Pourtant, il n'y a pas que ça. Ça peut paraître étonnant, mais la graisse viscérale se crée principalement à cause d'un aliment, le sucre, et plus principalement le fructose. Si je vous dis que le sucre contient du gras, vous me croyez ? Je vous explique. En fait, il y a 2 types de sucre. Le premier, c'est le glucose. C'est une molécule qui apporte des glucides et donc de l'énergie à l'organisme. On trouve du glucose principalement dans les fruits et dans certains légumes. Il est généralement consommé en proportion raisonnable. Il y a peu de chances que vous consommiez 1 kilo de pommes dans une journée, quoi. Le second, c'est le fructose. C'est une molécule qui apporte à la fois des glucides, mais aussi des lipides. Les lipides, c'est tout simplement de la matière grasse. Ce sont les lipides qui contribuent à augmenter votre masse graisseuse. Mais la particularité des lipides issus du fructose, c'est qu'ils se logent en priorité dans l'abdomen et se transforment en graisse viscérale. On trouve du fructose principalement dans le sucre blanc. On comprend déjà une chose. Le fructose est un sucre qui contient de la matière grasse. Et c'est cette matière grasse qui se loge dans les graisses viscérales. Mais consommer du sucre ne veut pas automatiquement dire qu'on va devenir obèse. Ça ne pose pas de problème si le sucre est consommé en quantité raisonnable. Mais justement, c'est pas le cas en général. Le fructose est présent dans la quasi-totalité des produits qu'on consomme. Pourquoi ? Parce que le sucre blanc, qui contient du fructose, il est utilisé par les industries agroalimentaires dans la quasi-totalité des produits transformés qu'on consomme au quotidien. Dans les biscuits, les viennoiseries et même des produits salés comme des plats préparés et les sauces. Vous n'y croyez pas ? Quand vous ferez vos courses au supermarché, prenez le temps de regarder la liste des ingrédients qui composent votre pizza surgelée préférée. Vous y trouverez sûrement du sucre. Mais alors, pourquoi les industries agroalimentaires utilisent autant de sucre dans leurs produits ? Tout simplement pour une raison, le sucre procure du plaisir et crée donc une addiction qui pousse à la surconsommation. Arrêtons-nous un instant sur cette notion d'addiction. En fait, la consommation de sucre sécrète une hormone dans l'organisme, la dopamine. La dopamine, elle est généralement appelée hormone de la récompense. Pourquoi ? Parce qu'elle indique à notre cerveau qu'on consomme quelque chose qui nous plaît et qui nous procure du plaisir. C'est la même hormone responsable de l'addiction à la drogue. Évidemment, le cerveau n'a ensuite qu'une envie, se récompenser régulièrement en sécrétant toujours plus de dopamine. Donc, plus on consomme de produits sucrés, plus on a envie d'en consommer. C'est de là que vient l'addiction aux sucreries, aux sodas, etc. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le mécanisme est identique à celui provoqué par les drogues, comme par exemple la cocaïne ou l'héroïne. C'est comme ça qu'un Français moyen peut finir par consommer sans s'en rendre compte plusieurs dizaines de grammes de sucre en une journée. En France, en moyenne, c'est 50 à 60 grammes de sucre, en grande majorité du fructose, qui est consommé par jour. Alors que l'OMS recommande une consommation de 25 grammes de sucre par jour pour être en bonne santé. On en arrive donc à la conclusion que le sucre est bien le fléau de notre alimentation parce qu'on en consomme beaucoup trop, notamment parce que c'est un produit fortement addictif. L'idée clé numéro 3 est la suivante. Notre mode de vie favorise la consommation de produits sucrés. On comprend donc que le sucre est un danger pour la santé et qu'il est présent en grande quantité dans les produits transformés. En réalité, c'est presque simple. La solution est toute trouvée. Il faut tout simplement arrêter de consommer des produits transformés. Et oui, après tout, ces produits n'existaient pas à l'époque de nos ancêtres de la préhistoire et ils s'en sont visiblement plutôt bien sortis. Mais c'est pas si simple. En fait, notre mode de vie actuel fait qu'il est difficile de se passer de l'alimentation créée par l'industrie agroalimentaire. Je vous explique pourquoi. Pour commencer, prenons notre machine à remonter le temps. Vous allez fermer les yeux et vous projeter à l'époque de la préhistoire. À votre arrivée, vous allez faire la rencontre d'un homme préhistorique. La première chose que vous allez remarquer, c'est qu'il ne se balade pas avec un caddie de course. Et oui, il se balade plutôt avec un arc et des flèches. En fait, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils passaient une grande partie de leur temps à chasser du gibier et à cueillir des fruits et des légumes, ce qui leur apportait une quantité équilibrée de matière grasse à travers le gibier et de glucides à travers les fruits. Continuons notre voyage.
Vous regardez autour de vous et constatez une chose. Il n'y a pas grand-chose aux alentours. Pas beaucoup de distractions. Pas de train à prendre, pas d'enfants à aller chercher à l'école, etc. Évidemment, nos ancêtres avaient du temps. Et la majorité de ce temps était consacré à la nourriture. 90% du temps était passé à la chasse et à la cueillette. Et une grande partie du temps restant était consacrée à la consommation de la récolte. Ça y est, vous pouvez rouvrir les yeux. On a fini notre voyage dans le temps. Ce qu'on retient de ce parcours, c'est que le mode de vie à l'époque préhistorique était propice à un régime alimentaire sain. Déjà parce qu'ils consommaient des produits frais, mais aussi parce que l'alimentation était leur priorité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ont bien changé. On consacre en moyenne 2 heures par jour à l'alimentation. Un déjeuner, par exemple, dure entre 20 et 30 minutes pour la majorité des Français. Le temps réservé aux courses est de 30 minutes à 1 heure en moyenne et tend à se réduire avec l'essor des courses en ligne. Ce temps très court est la conséquence d'un mode de vie bien rempli. Nos journées sont occupées par le travail, les obligations du foyer comme le ménage et la gestion des enfants, la vie sociale et les nombreuses distractions qui vont avec. On comprend donc que l'alimentation n'est pas la priorité, comme elle l'était à l'époque préhistorique. Et on peut évidemment considérer que c'est une forme de progrès. Et oui, ça nous permet de consacrer notre énergie et notre intelligence à d'autres projets. Les solutions les plus rapides pour gagner du temps sont donc les bienvenues. Plats préparés, sauces toutes faites, bref, les produits transformés ont tous les atouts pour nous séduire parce qu'ils nous facilitent la vie, tout simplement. Même si l'envie de consommer des produits frais est grande, un léger imprévu dans votre emploi du temps et vous serez tenté d'acheter cette pizza qui se réchauffe en 10 minutes plutôt que de la faire vous-même. Et on vous jette pas la pierre. Il y a d'autres grandes différences à noter entre le mode de vie à l'ère préhistorique et le mode de vie actuel. C'est le stress. Vous vous en doutez sûrement, mais nos ancêtres ne savaient pas vraiment ce qu'était la notion de stress. Comme on l'a vu durant notre voyage dans le temps, la vie était assez simple, consacrée à la nourriture et à la chasse. Aujourd'hui, on est constamment sous pression, pour plusieurs raisons. Des examens, des dossiers à rendre au travail, des délais à respecter, des trains à pas rater, une charge mentale liée aux obligations du foyer, etc. Avec un mode de vie aussi stressant, toutes les occasions sont bonnes pour trouver un peu de plaisir et de réconfort. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit précédemment. Le sucre est utilisé par les industries agroalimentaires parce que c'est une molécule qui procure du plaisir. Plus précisément, le sucre active la sécrétion de l'hormone de la dopamine qui indique au cerveau qu'on prend du plaisir. C'est pour ça qu'après une longue journée stressante au boulot, vous allez certainement plutôt choisir un produit transformé au supermarché, comme un paquet de gâteaux par exemple, plutôt qu'un triste panier de pommes vertes. Vous comprenez donc maintenant pourquoi il est si difficile de se passer des produits transformés et donc de diminuer notre consommation de sucre. L'idée clé numéro 4 est la suivante. Les industries agroalimentaires nous incitent à consommer du sucre. Alors, qui il faut blâmer pour cette surconsommation de sucre qui nous pose tant de problèmes de santé ? Les hormones, les gènes ou notre mode de vie ? En fait, faut aller à la source du problème. Si il est évident que les produits transformés feront toujours partie de notre quotidien, c'est les industries agroalimentaires qui sont responsables du trop-plein de sucre dans ces produits transformés. C'est donc à eux que revient la responsabilité de réguler la consommation de sucre. Mais est-ce qu'ils prennent vraiment cette responsabilité ? Pas sûr du tout. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les industries agroalimentaires, comme toutes les industries d'ailleurs, ont un objectif majeur. C'est simple, c'est faire du profit. Elles ont donc tout intérêt à ce que les consommateurs continuent de consommer leurs produits. Et maintenant qu'on comprend les mécanismes du sucre dans l'organisme, à savoir l'addiction et le plaisir, il est assez évident que les industries agroalimentaires n'ont aucun intérêt à diminuer la présence de sucre dans leurs produits, et encore moins à dissuader leurs clients d'en consommer. Par conséquent, ils fournissent très peu d'efforts dans les engagements pris par les gouvernements par exemple pour inciter la population à diminuer leur consommation de produits transformés. Pire encore, ils vont même jusqu'à empêcher certaines mesures d'être mises en place par le biais de ce qu'on appelle les lobbies agroalimentaires. Aux États-Unis, par exemple, l'Agence nationale des boissons et spiritueux, qui est un lobby, a fait pression sur le gouvernement pour empêcher la mise en place d'un encart sur les étiquettes de soda comme Coca-Cola et Pepsi, qui indiquaient le danger que représentait une surconsommation de ces boissons, un peu comme les étiquettes qu'on trouve sur les paquets de cigarettes.
Les lobbies agroalimentaires sont également capables d'acheter des études qui vont manipuler les chiffres pour minimiser l'impact de leurs produits sur la santé de la population. En 2019, une enquête parue dans le journal Le Monde révèle que Coca-Cola a fait appel en 2016 à des laboratoires scientifiques pour fournir de fausses études prouvant que leurs boissons contenaient moins de sucre que les boissons uniquement composées de fruits, comme les smoothies par exemple. On voit donc bien à quel point l'industrie agroalimentaire non seulement ne prend pas ses responsabilités, mais aussi va empêcher la mise en place de solutions concrètes pour réduire ce fléau de la surconsommation de sucre et donc de l'obésité. L'idée clé numéro 5 est la suivante. Mais alors, quelles sont les solutions pour réduire sa consommation de sucre ? À la lecture de ce coût, on peut finir par croire que c'est peine perdue. Notre organisme nous joue des tours, notre mode de vie nous facilite pas la tâche et les industries agroalimentaires font rien pour changer la donne. C'est faux. Tout n'est pas perdu, je vous rassure, à condition que ce soit les consommateurs qui prennent en main leur destin et qui régulent eux-mêmes leur consommation de sucre. Mais alors, comment ça se passe concrètement ? La première chose à faire, c'est de savoir ce que vous mettez dans votre réfrigérateur. Et la seule manière de le savoir, c'est simple, c'est en regardant les étiquettes. Regarder les étiquettes des produits vous permet en effet de savoir s'ils contiennent du sucre ou pas. Attention, cependant, les industries agroalimentaires vous jouent là aussi des tours. Le terme sucre n'est pas toujours bien énoncé. Il est parfois remplacé par un terme plus technique que vous connaissez pas. Concrètement, le sucre peut avoir plusieurs dénominations dans une liste d'ingrédients. Il peut s'appeler sirop de glucose ou de fructose. Il peut s'appeler caramel, il peut s'appeler dextrose ou encore saccharose. Si vous voyez un de ces termes dans une liste d'ingrédients, vous pouvez être sûr que ce produit contient du sucre. Un autre élément à surveiller également, c'est l'endroit où se situe la dénomination du sucre dans la liste d'ingrédients. En fait, une liste d'ingrédients fonctionne de cette manière. Les ingrédients qui sont les plus présents dans la recette du produit sont ceux qui sont en premier sur la liste. Concrètement, si vous voyez apparaître la dénomination du sucre en premier dans la liste d'ingrédients, dites-vous bien que ce produit contient en majorité du sucre. Observez donc attentivement les étiquettes pour contrôler votre consommation de sucre. Si vous le pouvez, tournez-vous vers d'autres options sans sucre ou avec des sucres naturels comme le miel qui contient du glucose et peu de fructose. La deuxième chose à faire, c'est de parvenir à réguler vos envies de sucre. On l'a vu en début de ce coût, notre consommation de sucre est parfois soumise au fonctionnement de nos hormones. Un fort taux d'insuline, par exemple, va favoriser nos envies de sucre. Le stress, qui est provoqué par l'hormone du cortisol, va nous pousser à rechercher le plaisir à travers des produits sucrés. Faire de l'exercice est un super moyen pour réguler ces envies de sucre. Mais alors pourquoi ? Parce qu'une activité physique, juste après le repas, va contribuer à diminuer votre taux de sucre dans le sang et donc votre taux d'insuline. Faire de l'exercice permet aussi de sécréter de la dopamine qui va contribuer à réduire le stress. Enfin, pour éviter d'avoir trop faim au cours de la journée et être tenté par des produits sucrés, prenez un petit déjeuner copieux et riche en protéines. Votre leptine va vite faire effet et vous aurez un état de satiété convenable tout au long de la journée. Une dernière chose à mettre en place pour réduire votre consommation de sucre, c'est de le remplacer par des fibres. Pourquoi les fibres principalement ? Parce que les fibres ont un pouvoir de satiété important et permettent donc de vite vous rassasier. Consommer des fibres a aussi d'autres atouts. Elles empêchent la matière grasse et le sucre d'atteindre trop rapidement vos organes, par exemple le foie. Elles réduisent le taux d'insuline dans le corps. Et finalement, elles sont aussi faibles en calories. Je crois qu'il y a assez d'arguments pour vous convaincre des bienfaits des fibres, non ? Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces fibres ? Eh bien, on les trouve principalement dans les céréales complètes, comme par exemple le riz, l'avoine, le maïs ou encore le quinoa. On les trouve aussi dans les œufs, les poissons et les viandes élevées en plein air. Et on les trouve finalement, enfin, dans les graines et les fruits à coque, les amandes, les graines de courge par exemple. Et bien sûr dans les fruits, principalement la pomme. Alors très concrètement, vous pouvez dès maintenant mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires qui vont vous aider à mettre plus de fibres dans votre assiette. Par exemple, au petit déjeuner, préparez-vous un bol de porridge d'avoine parsemé d'amandes et de graines de courge. Au déjeuner, remplacez régulièrement les pâtes par du quinoa. Et enfin, ajoutez toujours une pomme à votre goûter. Bien entendu, je suis conscient que remplacer une bonne pâtisserie par une pomme, c'est un challenge que beaucoup d'entre nous auront du mal à relever.
L'idée, c'est pas de changer radicalement ses habitudes alimentaires. Comme on l'a vu, le sucre en soi n'est pas un problème, c'est sa surconsommation qui provoque l'obésité. Autorisez-vous de temps en temps un plaisir sucré, vous éviterez la frustration et les écarts trop nombreux. Conclusion. Nous consommons beaucoup trop de sucre. C'est pas nécessairement notre faute. Les responsables, ce sont les industries alimentaires qui ont fait du sucre leur ingrédient miracle pour nous pousser à consommer toujours plus de produits transformés. L'obésité est donc le résultat d'un modèle alimentaire toxique, une surconsommation de sucre due à des produits transformés dont on ne peut plus se passer du fait d'un rythme de vie effréné et stressant. Pour renverser la tendance, c'est à nous de prendre en main nos habitudes alimentaires en ayant une démarche plus consciente quand on fait nos courses et en variant le plus possible notre alimentation. Et surtout, gardez en tête qu'il est tout à fait possible d'allier santé et plaisir. En variant votre alimentation, en limitant votre consommation de produits transformés, vous allez découvrir de nouvelles saveurs, retrouver l'envie de cuisiner et de partager des moments avec vos proches. Rappel des idées clés. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'obésité n'est pas toujours qu'une question d'alimentation. Les personnes souffrant d'obésité peuvent être victimes d'un dérèglement hormonal. Ensuite, pour ceux dont l'obésité est un problème d'alimentation, c'est la surconsommation de sucre qui est le principal responsable. Le fructose, une des molécules du sucre, se loge dans la graisse viscérale, un type de graisse qui favorise les maladies et l'obésité puisque cette graisse ne se répand pas dans les fibres musculaires. Enfin, comme les industries agroalimentaires ne font pas d'efforts pour alerter la population quant à la consommation de sucre, c'est aux citoyens de changer ses habitudes alimentaires. Premièrement, en regardant systématiquement les étiquettes des produits qu'il achète pour vérifier la présence de sucre. Deuxièmement, en régulant son organisme en faisant de l'exercice. Et enfin, en intégrant le plus possible de fibres dans son régime alimentaire. Voilà, le couple de sucre, l'amère vérité touche à sa fin. Vous avez désormais les clés pour réduire votre consommation de sucre.